Vendredi 7 octobre. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres de ce journal. Quatrième commission de l'Assemblée générale de l'ONU en charge des questions de décolonisation. La lutte du peuple sahraoui mise en avant. Dans le même temps, l'Espagne réintègre les frontières entre le Maroc et le Sahara occidental dans les cartes officielles. Drame de Melilla, 3 ans d'emprisonnement pour les 18 migrants accusés par la justice marocaine pour 4 chefs d'inculpation. On en parle dans un instant. République tchèque, première réunion politique européenne informelle à Prague avec pour axe majeur lié à la coopération entre les 44 participants. En France, un seul mot d'ordre, économiser l'énergie. Le gouvernement français a mis en place un plan de sobriété énergétique en prévision de la saison hivernale. À la une de ce journal, l'autodétermination du peuple sahraoui réaffirmée dès l'entame des travaux de la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU en charge des questions de décolonisation. Et à cette occasion, les participants ont tenu à mettre en avant la lutte du peuple sahraoui avant de mettre au pilori le Maroc et l'Espagne. Tinhinen Makassi. Militants des droits humains, juristes, parlementaires des 4 coins du globe se sont donné rendez-vous à New York pour la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU, en charge des questions de décolonisation. Dès l'entame des travaux de la dite commission, le temps a été donné. Le Maroc et l'Espagne ont été mis ensemble sur les bancs des accusés quant à la situation désastreuse que vit actuellement le peuple sahraoui, dont les droits élémentaires sont bafoués sans vergogne par l'occupant marocain. Déplorant l'absence de progrès dans la décolonisation du Sahara occidental, notamment l'organisation d'un référendum, les participants ont dénoncé les actions unilatérales de blocage délibérément créées par la puissance occupante marocaine, tout en pointant du doigt le renoncement de cette dernière à ses engagements, dans le cadre du plan de règlement des Nations Unies approuvé par le Conseil de sécurité en 90 et 91. Plan soutenu en outre par le représentant spécial du secrétaire général pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura. Dans son discours devant la 77e session générale des Nations Unies, a exprimé le plus large soutien à cette résolution pour rétablir le cessez-le-feu et promouvoir une solution négociée et pacifique. Et l'Agence espagnole de coopération au développement, qui dépend du ministère espagnol des Affaires étrangères, a modifié les cartes géographiques officielles sur son site web pour y inclure de nouveau le tracé des frontières entre le Maroc et le Sahara occidental. Une démarche qui a été confirmée par le ministère au sénateur Carles Mullet. Ce dernier avait d'ailleurs relevé l'absence d'une ligne de démarcation entre les deux pays, conformément au droit international et qualifiant cela de violation de la légalité internationale. Et nous lisions en titre, la justice marocaine a condamné jeudi soir en appel à 3 ans d'emprisonnement 18 migrants africains. Ils avaient pris part à la tentative meurtrière d'entrer dans l'enclave espagnole de Melilla fin juin dernier. Les migrants étaient poursuivis pour entrée illégale sur le sol marocain, violence contre agents de la force publique, attroupements armés et refus d'obtempérer. Imen Merad. Plus de 3 mois après le drame de Melilla, les condamnations se poursuivent sur les migrants impliqués. Jeudi soir, 18 exilés ont écopé d'une peine de 3 ans ferme par la cour d'appel de Nador pour violence contre agents de la force publique. Les 18 condamnés faisant partie d'une 60aine de migrants interpellés en situation irrégulière avaient en première instance écopé de 11 mois de prison. Ils sont poursuivis pour entrées illégales sur le sol marocain, violence contre agents de la force publique, attroupement armé et refus d'obtempérer. Ce verdict est le dernier d'une longue lignée de condamnations. Jeudi 29 septembre, 15 autres migrants de même nationalité ont écopé d'une peine identique, toujours en appel. Le 17 août, un autre groupe de 13 personnes a été condamné à 2 ans et demi de prison ferme. Ils ont comparu devant la chambre criminelle de première instance du tribunal de Nador.
Le 24 juin dernier, près de 2000 migrants, en majorité originaires du Soudan, un pays miné par les conflits, ont tenté de s'introduire dans la cité espagnole de Melilla via le poste frontière marocain de Nador. Le drame avait fait 23 morts parmi les migrants, selon les autorités marocaines. Ce bilan humain est le plus lourd jamais enregistré lors d'une des nombreuses tentatives d'entrée de migrants à Melilla et dans l'enclave espagnole voisine de Ceuta, qui constituent les seules frontières terrestres de l'Union européenne avec le continent africain. Suite à ce drame, plusieurs dizaines de migrants ont été condamnés en première instance à des peines allant de 8 mois à 2 ans et demi de prison ferme par la justice marocaine, faisant de ces migrants victimes des coupables à des doubles peines, celle d'avoir tenté d'échapper à la misère et de faire les frais de leur situation précaire. En Libye, le Parlement de Tobrouk adresse un courrier au secrétaire général des Nations Unies. Il appelle l'ONU à laisser tomber le gouvernement d'Abdelhamid Beibah en faveur de Fethi Bachara. Cette lettre de 2 pages a été adressée aux Nations Unies quelques heures après la signature d'un référendum d'entente entre Tripoli et Ankara pour prospecter l'hydrocarbure en Méditerranée orientale. Une signature qui a provoqué un torrent de réactions mécontentes en Libye et au niveau régional. Et au Nigeria, le président Muhammadu Buhari rencontre les 23 derniers otages retenus par des hommes armés après avoir retrouvé leur liberté. Des hommes armés avaient mené fin mars une attaque d'envergure contre un train dans le nord-ouest du pays, faisant 8 morts et des dizaines d'enlèvements. Les assaillants avaient fait exploser une bombe sur une voie ferroviaire et ouvert le feu sur le train reliant la capitale Abuja à Kaduna. Aucun groupe terroriste n'a jusqu'à présent revendiqué cette attaque. On reste sur le continent. Report à une date ultérieure des pourparlers de paix entre le gouvernement éthiopien et les Tigréens. Les discussions devaient se tenir ce week-end en Afrique du Sud. L'Éthiopie n'a fait aucun commentaire quant à ce report. Les Tigréens évoquent une absence de préparation. Et en Somalie, 19 éléments du mouvement El-Shebab ont été tués dans le sud du pays. Annonce faite par le ministère somalien de la Sécurité sans donner de plus amples détails sur le bilan des victimes dans le rang des forces gouvernementales. Le porte-parole du ministère de la Sécurité a déclaré que des unités militaires avaient mené une opération dans la ville de Muriali, dans la région du Bachabel, qui a mené à de violents affrontements entre les forces et les éléments du mouvement. En Gambie, 66 enfants sont morts d'insuffisance rénale. Des agents de la Croix-Rouge gambienne font du porte-à-porte pour collecter les sirops contre la toux que le ministère de la Santé du pays a associé à une épidémie. L'Organisation mondiale de la santé a émis mercredi une alerte concernant 4 sirops contre la toux et le rhume produits par le laboratoire indien Maiden Pharmaceuticals qui pourraient avoir causé le décès de ces 66 enfants. Alger, hôte du sommet arabe prévu les 1er et 2 novembre prochains, le président palestinien Mahmoud Abbas souligne l'importance de cet événement, le qualifiant de grandiose et d'historique, un rendez-vous important pour l'unification de toutes les fractions palestiniennes. Leila Gertal. Mahmoud Abbas souligne l'importance du sommet arabe d'Alger prévu le 1er et le 2 novembre prochain. Le président de l'autorité palestinienne l'a évoqué à partir de Ramallah, un sommet important dans le sens où il permet de relancer le soutien des États arabes au peuple palestinien face à l'occupant sioniste. Et ce, après avoir informé les membres du Comité de libération de la Palestine, l'OLP, des résultats des réunions qu'il a tenues en marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. De son côté, l'OLP s'est engagé lors de cette réunion à apporter tout le soutien possible pour assurer le succès du dialogue entre les différentes factions palestiniennes à Alger, prévu le 11 et le 12 octobre, afin de mettre fin à la division et de restaurer l'unité nationale. Les Palestiniens misent énormément sur le sommet arabe d'Alger pour voir le rang unifié de l'avis de l'ambassadeur de Palestine en Algérie,
pour qui le sommet d'Alger représente, dira-t-il, un grand événement politique et international en faveur de la cause palestinienne. L'Algérie, dira-t-il, est capable de conjurer les efforts des pays arabes pour relever les défis auxquels fait face la nation arabe, en plus de celui de rapprocher les factions palestiniennes. L'Algérie a accompli un rôle grandiose en évoquant la cause palestinienne à chacune de ses participations à l'international. Elle a réussi, grâce à l'appui du président Abdelmajid Tebboune, de la faire remonter à la surface des pays arabes, devrait s'imprégner du modèle de l'Algérie dans son soutien à la cause palestinienne, conclut la diplomatie palestinienne. Et le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh appelle le Royaume-Uni à reconnaître l'État de Palestine et à prendre des mesures sérieuses contre les colonies sionistes. Déclaration faite lors d'une réunion tenue à Ramallah, en Cisjordanie occupée, avec le directeur pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au ministère britannique des Affaires étrangères, Stephen Hickey. Shtayyeh appelle Londres à préserver la solution à deux États à laquelle le Royaume-Uni est favorable. Et c'est dans la capitale tchèque, Prague, que la première réunion politique européenne a eu lieu avec pour axe majeur lié à la coopération entre les 44 participants. Une première édition qui se tient dans un contexte de conflit russo-ukrainien depuis plus de 7 mois. Les détails avec Emin Touta. Sur fond de crise et d'enjeux multiples dans le vieux continent, qu'une première réunion regroupant 44 pays européens a eu lieu à Prague, en République tchèque. Et parmi les dossiers traités, la protection des infrastructures liées au gaz. Les dirigeants européens tenteront de surmonter les divisions et de trouver une réponse commune à la flambée des prix de l'énergie provoquée par le conflit russo-ukrainien en cours, ainsi que la question d'un soutien accru à l'Ukraine. Pour ce rendez-vous de Prague, les participants se pencheront sur l'assistance financière à Kiev. Les 3 dirigeants allemands, français et néerlandais devraient trancher sur la question des mesures proposées par la Commission européenne qui opte pour un plafonnement momentané des prix de gros du gaz utilisé pour produire de l'électricité, avant une réforme structurelle du marché électrique réclamée par la France. Une question ukrainienne qui reste d'actualité outre-Atlantique. Pour le président américain Joe Biden, la menace nucléaire liée au conflit n'est pas une plaisanterie et le risque n'a jamais été aussi élevé depuis la crise des missiles de Cuba en pleine guerre froide. Une déclaration qui intervient alors que le président américain fait face à de nombreuses critiques sur le plan interne, notamment pour sa gestion de la crise en Ukraine et son retour les mains vides de sa tournée au Moyen-Orient. Rencontre informelle des dirigeants des États membres de la communauté des États indépendants. Elle a été organisée par le président russe Vladimir Poutine le jour de son 70e anniversaire. Ainsi, cette rencontre réunit l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Bélarus, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Moldavie, la Russie, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande à l'Union européenne de continuer à mettre la pression pour le secteur, ou plutôt sur le secteur énergétique russe. Déclaration faite dans un discours adressé aux dirigeants de l'UE réunis en sommet à Prague. On rappelle que l'Union européenne avait adopté un 8e paquet de sanctions contre la Russie cette semaine. Je vous remercie beaucoup pour l'adoption du 8e paquet de sanctions de l'Union européenne, qui inclut notamment le pétrole russe. Nous devons continuer à avancer dans cette direction, celle de la pression sur le secteur énergétique russe, sur cette principale source de revenus de l'État agresseur. Et en parlant d'énergie, le pétrole au plus haut en près d'un mois, poussé par l'OPEP+. Les prix du pétrole montaient ce vendredi à leur plus haut après une semaine de hausse consécutive. Le baril de Brent de la mer du Nord pour la livraison en décembre prenait 0,44% à 94,84 $. Le baril de West Texas Intermediate américain pour livraison en novembre gagnait 0,47% à 88,87 $.
Et pour faire face à la crise énergétique en ce début d'automne et en prévision de l'hiver qui approche, le gouvernement français a mis en place un plan de sobriété énergétique. Les mesures principales incluent l'appel à moins chauffer, à moins éclairer, à l'encouragement au télétravail dans les administrations ou encore l'incitation financière au covoiturage. Un seul mot d'ordre, économiser l'énergie dès maintenant. Souhila Kilal. L'Europe se prépare à faire face à un hiver rude cette année, conséquence directe de la crise énergétique induite par les sanctions à l'encontre de la Russie dans le cadre du conflit en Ukraine. Le gouvernement français a présenté son plan de sobriété énergétique choisi, élaboré avec les principaux secteurs économiques pour passer l'hiver sans coupure, mais aussi pour préparer le pays aux bien plus vastes économies exigées par l'urgence climatique. Un seul mot d'ordre, économiser l'énergie dès maintenant. La première ministre française, Elisabeth Borne, a sonné la mobilisation générale pour atteindre dans les 2 prochaines années les 10% de réduction de consommation énergétique. Une première étape pour atteindre la trajectoire de 40% préconisée pour 2050 par les experts du climat. En tête des préconisations figure le fameux maintien de la température intérieure à 19 degrés, mais également le décalage de 15 jours du début et de la fin de la période de chauffe. Pour les collectivités, le gouvernement a annoncé une enveloppe de 220 millions d'euros pour les aider à agir sur l'éclairage public et les piscines notamment. Cela doit dans l'immédiat permettre d'affronter un hiver énergétique sous vigilance renforcée, puisque EDF produit moins d'électricité qu'avant, en raison de réacteurs nucléaires à l'arrêt, mais aussi parce que le gaz russe n'arrive plus ou presque en Europe. Un demi-siècle après le premier choc pétrolier et sa fameuse chasse au gaspillage, les Français, ménages comme entreprises, vont ainsi devoir réapprendre à réduire leur consommation électrique aux heures de pointe, matin et soir, et à brûler moins de gaz tout au long de l'hiver pour économiser les réserves et éviter les coupures. Le gouvernement français veut inscrire la sobriété énergétique sur le long terme comme une nouvelle manière de penser et d'agir, et non comme une mode éphémère. Et alors que la France lance son plan de bataille pour économiser l'énergie cet hiver, la sobriété s'est imposée comme une nécessité d'après la Première ministre française. On l'écoute. Mais avec la guerre, avec l'urgence de la transition énergétique, puis l'appel du président de la République, la sobriété s'est imposée comme une nécessité. Vos présentations l'ont montré, la sobriété énergétique, ça n'est pas produire moins et faire le choix de la décroissance. C'est éviter les consommations inutiles et ne pas consommer tous au même moment. Une nouvelle manière de penser et d'agir, toujours selon Elisabeth Borne. Chaque geste compte pour inciter les Français à la sobriété énergétique. On l'écoute une nouvelle fois. La baisse de la consommation d'énergie doit s'inscrire dans le temps long. Ça n'est pas un effet de mode, le temps d'un hiver. C'est une nouvelle manière de penser et d'agir. Ce n'est pas une question de principe ou d'idéologie. Il en va de notre transition écologique, il en va de notre souveraineté, il en va de notre pouvoir d'achat. Et puis de l'autre côté du globe, en Thaïlande, le Premier ministre et son adjoint visitent l'hôpital où sont soignés les survivants d'une tuerie dans une crèche au nord du pays. Un ancien policier armé d'un pistolet 9 mm et d'un long couteau a tué jeudi 36 personnes, dont 24 enfants. Le roi de Thaïlande se rendra dans la soirée dans la province de Nang Bua Lamphu, où les familles, justement, ont prévu de se recueillir pour les victimes. Quelle ville est, d'après vous, la plus agréable à vivre au monde ? Eh bien, selon un rapport de l'économiste Intelligence Unit, il s'agit de la capitale autrichienne, Vienne. Elle reprend la première place du classement, comme en 2018 et 2019, et devance Melbourne. Les experts ont récompensé la stabilité de Vienne, son offre éducative et médicale, ainsi que la qualité de ses infrastructures par la note maximale de 100 sur 100. Les facteurs culturels et environnementaux y sont quasi idéaux.
Et avant de se quitter, on va réaborder le sujet de la question sahraoui. Pour rappel, la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU en charge des questions de décolonisation, la lutte du peuple sahraoui y a été mise en avant. Et dans le même temps, l'Espagne qui réintègre les frontières entre le Maroc et le Sahara occidental dans les cartes officielles. On va en parler ce soir avec M. Saïd Ayachi, président du Comité national de solidarité avec le peuple sahraoui, qui est en direct avec nous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Donc l'Espagne qui décide de réintégrer sur ses cartes géographiques l'espace dédié naturellement au Sahara occidental. Une première qui en dit long sur la position de l'Espagne. Quelle lecture faites-vous sur la position de l'Espagne justement aujourd'hui? Une première, c'est aussi un coup dur pour le Maroc. Oui, bien sûr, c'est encore une autre défaite pour le Maroc, mais à mon avis, il faut relier donc cette décision de retracer les frontières internationalement reconnues entre le territoire du Sahara occidental et le Maroc. Comme il faut relier cela à la déclaration du chef de l'État espagnol devant l'Assemblée générale des Nations unies, qui a déclaré que l'Espagne soutenait le processus politique de l'ONU et soutenait le travail de de Mistura. Donc on voit que là, il y a un retour graduel du gouvernement espagnol vers la position traditionnelle de l'Espagne d'équilibre dans le conflit du Sahara occidental. Probablement qu'il faudra attendre aussi d'autres signaux, d'autres actes, pour que cette position soit complètement rétablie au bénéfice du peuple sahraoui, en réalité au bénéfice du droit international que l'Espagne se doit de protéger. Et on assiste à une grande vague de déferlante de soutien au peuple sahraoui devant la commission de décolonisation de l'ONU pour apporter leur soutien justement absolu au peuple sahraoui, mais également décrier le fait colonial qui est persistant, Monsieur Ayachi. La première séance la première séance sur le conflit du Sahara occidental de la 4e commission que préside l'ambassadeur du sultanat d'Oman a débuté hier dans l'après-midi de 15h à 18h et effectivement a vu pendant les 4/5 de la séance, qui a duré donc 2h 3/4, ce sont 39 pétitionnaires qui soutiennent la cause sahraoui, qui ont été majoritaires de façon écrasante et qui ont développé des argumentaires brillants en faveur des thèses du Front Polisario. Je cite comme ça, tels que le droit international comme fondement de la solution du problème du Sahara occidental, les violations des droits de l'homme, la spoliation des ressources naturelles, l'ONU qui se doit de respecter ses engagements, et j'en passe, et beaucoup d'autres encore aspects du problème abordé. Il a fallu attendre la fin de séance pour enfin entendre intervenir 3 intervenants pro-marocains qui, faute d'arguments, ont abordé des fables comme les enfants soldats dans les rangs de l'armée sahraoui, une prétendue reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental, ou alors des accusations ridicules de détournement imaginaire de dons, ou alors la promotion de l'escroquerie quant à l'économie comme la seule solution possible, ou alors encore un mauvais film qui parle de Tindouf comme prison à ciel ouvert. Voyez-vous, ils étaient très loin de l'essence même du dossier, mais faute d'arguments, ils ne pouvaient pas faire autrement que cela. Et justement, Monsieur Ayachi, vous êtes à New York, vous êtes à l'ONU. Est-ce qu'il y a du nouveau justement concernant la question sahraoui aujourd'hui? Il faut d'abord, on va terminer donc la 2e séance probablement aujourd'hui des pétitions sur le dossier du Sahara occidental. Puis après sera donc les représentants des États qui vont intervenir dans donc notre ambassadeur Nadir Larbaoui sur ce sujet. Et évidemment, après, il faudra attendre la résolution, la recommandation qui va être produite par les travaux de cette 4e commission. Et il ne faut pas en douter, elle va encore réaffirmer le droit international et donc le droit reconnu au peuple sahraoui de bénéficier d'un référendum d'autodétermination. Cela ne fait aucun doute, puisque c'est une tendance lourde en ce moment que de revenir au droit international. Merci Saïd Ayachi pour votre temps. Je le rappelle, vous êtes président du Comité national de solidarité avec le peuple sahraoui. Vous étiez en direct avec nous depuis New York.
Et voilà, c'est sur cette actualité que l'on va clôturer ce journal. C'est la fin donc de ce journal. Tout de suite, un point météo. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux. Il s'affiche au bas de vos écrans. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, à 19h. Bonsoir.